lire. On voit un peu, tous les deux ont été députés, sénateurs, ministres, présidents de différentes organisations, etc., etc. Décorés, tout ça. Alors, ils sont partis dans des conditions plutôt rurales et extrêmement modestes, et ils ont fait une carrière quand même assez brillante, d'une manière intéressante, dans deux partis différents. Ils n'étaient pas politiquement dans le même parti. Et ça, c'est les demeures qu'ils ont eues après ce qu'ils ont réussi dans leur vie professionnelle. Ça, c'est la demeure d'Alexandre à Cluj. Il y a même un petit buste d'Alexandre qu'on a mis devant entre-temps pour la reconnaissance et pour le reconnaître. Il a été bien sûr doyen de la faculté d'histoire de l'université de Cluj. L'université d'ailleurs a été démarrée en 1921, alors immédiat 2-3 ans après l'Union. C'était une des premières actions qu'on a fait d'établir une université en langue roumaine en Transylvanie à Cluj. Et il a pris la chaire de professeur d'histoire avec son ami Lupache, qui était son collègue. Ils ont fondé l'Institut d'histoire de Cluj, qui existe aujourd'hui encore, elle fonctionne. Et il est resté, il est devenu doyen. Alors voilà, il avait une histoire à Cluj qui a fait que ses élèves à l'université ont payé ce respect. Et ça, c'est la maison que Ion Lapedato, qui est devenu directeur de banque et tout ça à Sibiu, a occupé quand il a fonctionné comme directeur de banque à Sibiu. C'était une grande différence par rapport à la maison natale. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant la Grande Union? Rapidement, Alexandre est parti pour faire ses études lycéennes avec sa mère, qui après la mort de son père, a trouvé un deuxième mari à Iași. Elle est partie dans le royaume, elle est partie dans la partie de la Roumanie, qui était la Roumanie à ce moment-là, la Transylvanie était quand même la Hongrie à cette époque-là. Alors Alexandre est parti, tous les deux sont partis, ils ont fait deux années d'école à Iași, puis la mère n'ayant plus les moyens de les soutenir à Iași, les envoie à Brașov, à sa mère, à leur grand-mère. Et Alexandre ne peut pas se résigner et il repart à Iași. Ils ont fait une petite crise adolescentine, il va aussi, il perd 2 années d'études, etc. Et de toute manière, ils continuent leurs études dans des situations plus ou moins difficiles. Alors, Alexandre fait ses études à Iași et puis ensuite va à l'université à Bucarest. Ça, c'est au début universitaire à Bucarest. Ici, c'est avec ses collègues, au début, à la faculté de lettres de Bucarest. On avait justement réorganisé la faculté, on avait une première année préparatoire, on faisait toutes les disciplines, puis de la 2e jusqu'à la 4e année, il fallait se spécialiser. Il a choisi de se spécialiser en histoire et géographie, d'autres faisaient littérature, etc. Ici, vous reconnaissez peut-être quelques-uns des grands écrivains, des grands noms de la Roumanie. D'ailleurs, je vois ici qu'en première page, c'est Vassile Corban, il s'y retrouve. Vassile Corban, c'est le monsieur qui est debout à gauche. Ça, c'est Sadogan, ça, c'est Storios, etc. Puis, il s'est développé, il a pris un premier emploi comme professeur suppléant au lycée que j'ai suivi ensuite quand mon temps est venu, collège Saint-Sava de Bucarest. Et en même temps, il a eu un emploi à la section des documents, des manuscrits de l'Académie roumaine. Et c'est là que sa carrière s'est profilée, parce qu'il avait fini les études d'histoire, il est resté dans le cadre de l'Académie, études scientifiques, etc., etc. Il est devenu le président de la Commission pour la conservation des monuments historiques en Roumanie, qui venait d'être établie. C'était toujours cette idée que pour affirmer la nationalité, affirmer la culture, il faut faire des actions constructives. Il ne suffit pas de refuser aux autres le droit d'enseigner dans leur propre langue. Il faut montrer dans sa culture, dans sa langue, des performances de pointe. Montrer qu'on peut faire effectivement des choses compétitives, des choses de très bonne qualité. Alors il est ici, par exemple, il visite le cimetière de Iași avec Georges Enesco, peut-être que ça c'est Georges Enesco ici, parce que lui il était bien sûr
ministre des cultes et des arts à ce moment-là. Alors les artistes et les autres dépendaient de son fonction. Ici, la photographie avec M. Skoukou et Yorga, un autre grand nom de l'histoire, qui a été d'ailleurs un ami proche et son protecteur presque toute sa vie. Ils étaient tous les deux historiens, ils faisaient partie de la même section de l'Académie. Alors, Yorga a été un ami assez proche. Il y en a une petite histoire avec Nicolas Yorga, parce qu'en 1916 à peu près, quand Alexandre était déjà au secteur de l'industrie à l'Académie, et Yorga était déjà une grande personnalité, il avait d'ailleurs été professeur à l'université, ils se promenaient ensemble à Bucarest devant l'université. À un moment donné, Yorga dit attends un petit moment, ils étaient juste à l'entrée de l'université, ils se précipitent à l'université, Alexandre reste sur le trottoir, à gauche, à droite, un petit quart d'heure, après quoi Yorga sort de l'université avec son paleton poussiéreux, avec un visage enflammé et tout ça. Il dit ben, tu sais que je me suis battu avec Mihailescu. Ben, comment? Il dit tu sais bien, il était sur le trottoir, comment ça? Ben, je parlais avec un groupe de professeurs, puis ce gars-là, de l'autre côté de la salle, dit Hodorong Tronk. Alors je vais dire ce que vous dites me vaut rien. Yorga, et bien sûr, entend cela, il ne peut pas laisser passer l'insulte. Il le provoque, il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez dit? Il ne veut pas répéter. Alors il dit, alors je l'ai frappé avec mon bâton sur la tête. L'autre professeur ne laisse pas faire, on revient en main, il tombe, il lutte dans la salle. Les autres professeurs se précipitent, les séparent, le Yorga sort agité, après ce qu'il a été séparé, il demande à Alexandre Diaphragmatou, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois le provoquer? 1916, est-ce que je dois le provoquer? Elle dit, ben, écoutez, monsieur le professeur, moi j'en sais rien, je ne m'y connais pas très bien. Elle dit, alors allons-y, ici derrière l'université, c'était l'appartement de Prince Alexandre Kalamaki, qui était connu aussi sous le nom de Prince Rouge. Et le Prince Rouge était l'arbitre de l'élégance à Bucarest. Alors si on voulait parler du droit du duelliste, c'était à lui qu'il fallait parler. Ils y vont. Il est occupé, il déjeunait, bon, ils attendent dans le salon, puis ils viennent en haut de chambre, il écoute le cas, il dit non, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire, pire cas, c'est lui qui doit te provoquer parce que c'est toi qui as frappé le premier. Alors Yorga dit, mais c'est vrai, mais je l'ai frappé avec mon bâton, je ne l'ai pas giflé. Kalima qui pense un petit moment et dit, ben écoutez, c'est vrai qu'un gifler, ce serait plus élégant. Mais étant donné, ici c'est une allégeance intéressante aussi du point de vue culturel et littéraire, si vous voulez, Eugène Ionesco et tout ça. Étant donné que tu avais affaire avec un rhinocéros, le bâton fait l'affaire. Voilà, Yorga est tranquille, il a obtenu sa satisfaction, rien ne s'en suit. Intéressant, de manière intéressante pour Alexandre, qui assiste à tout cela directement, il raconte ça dans ses mémoires, il n'est pas impliqué directement dans l'affaire du duel, mais son frère, 20 ans plus tard, pas 20 ans, 26, 16, 26, 10 ans plus tard, est provoqué à duel pour de vrai. Il avait été ministre des Finances. Il avait donné, après qu'il a démissionné de sa fonction de ministre, un interview à un journal. Et le secrétaire du ministre de la Défense, le général Floresco, le provoque en toute règle à dueler parce que ce qu'il a dit a été considéré par le général comme étant blessant pour la dignité de sa vertu militaire. Le premier ministre à l'époque, c'était le général Avelesco. C'est d'ailleurs dans le gouvernement du général Avelesco que Guillaume Lapellade était ministre des Finances. Et le général Avelesco était le héros national, le héros de la Première Guerre mondiale, avec la contre-offensive dans la Moldavie contre les Allemands, poussant Mackensen autour et tout ça. J'ai dit, écoute, tu as mal fait d'accepter la provocation, et tu as nommé déjà tes témoins, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait même pas le droit de te provoquer. Alors, on l'appelle, tu lui réponds, monsieur le général, mon général, si j'ai ces témoins, le général Avelesco, j'aurais pu l'ignorer. Mais comme moi, je ne suis que Lyon Lapellade, je pensais que je ne peux pas laisser cette tâche sur mon caractère. On m'a provoqué, j'ai réagi de manière lâche, alors il fallait que j'accepte.
Et Avelès lui dit non, tu te trompes, va à la maison, reste tranquille. Il a appelé les deux témoins, il leur a expliqué que le général n'était pas en mesure de provoquer au duel, et toute l'affaire a été oubliée. Mais quand même, 1926, on n'aurait pas pensé. On n'aurait pas pensé que le duel était encore une manière de résoudre les problèmes d'honneur. Et voilà l'histoire avec Yorga était tellement proche, non, avec la pédagogie. En même temps, Ion Assigio avait fini ses études de manière brillante d'ailleurs à Budapest. C'était la capitale du pays, il faut bien voir. Hein. C'était pas à l'étranger, c'était dans la capitale de la Hongrie, telle qu'elle était à ce moment-là. Et il s'implique dans les activités bancaires. Il revient, bien sûr, après ses études, il revient en Transylvanie. Il trouve des petits points de démarrage en position à l'association culturelle Astra comme secrétaire, deuxième secrétaire, mais tout de suite on se rend compte que quand même il avait une capacité beaucoup supérieure à cette fonction-là, et on lui propose de devenir directeur à une banque à Oreshtier, et puis ensuite il revient sur Sibiu, qui était plus ou moins la capitale, disons, de la Transylvanie à l'époque. Alors il crée d'une conférence des banques roumaines à l'association Solidaritate. Ça, c'est un moment assez important, et je vais le souligner un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire Solidaritate, la solidarité? Les banques roumaines avaient des situations difficiles. J'expliquais un petit peu que la position de la population roumaine n'était pas tout à fait à l'égalité des autres nationalités qui vivaient dans le même territoire. Alors, il y avait des banques roumaines qui étaient mal dirigées, qui étaient mal financées, qui n'avaient pas les capitaux nécessaires, etc. Et lui qui venait avec des études d'économie quand même de taille, je dirais, internationale, qui avait même écrit des études sur les théories de Adam Smith, etc., se rend bien compte que c'est trop faible, que la population ne peut pas être aidée financièrement avec des institutions financières faibles. Et la solution qu'il propose, d'ailleurs, son ami, son prédécesseur, avait déjà appelé une conférence des banques roumaines. C'était plutôt, on s'est rencontrés, on passait une belle soirée ensemble, on échangeait quelques idées, on retournait à la maison, rien ne se passait. Eh bien, cette conférence a été transformée dans une institution sous l'impulsion et avec l'effort direct de Ion Lapédatu. Cette association s'appelait Solidaritate. Il a obtenu même de l'enregistrer comme sa association. Pour illustrer, si vous voulez, un petit peu la position désavantageuse où il se trouvait. 30 ans, entre 1880 et à peu près 1910, il n'y a que 2 associations initiées par les Roumains de Transylvanie qui ont été approuvées et acceptées comme association. L'une d'elles, c'était Solidaritate, l'autre, c'était un syndicat pour les journalistes roumains, c'était une association qualitative pour les journalistes. Alors, il a réussi même d'imposer une association. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Solidaritate? C'est phénoménal parce qu'ils ont établi des règles. On ne pouvait pas les imposer. Ils n'avaient pas une force policière, ils ne pouvaient pas aller appliquer des amendes ou pénaliser les directeurs de banque qui ne suivaient pas les règles qu'ils avaient établies. Mais il y avait une autorité morale telle que les banquiers n'osaient pas ne pas suivre ces règles. Et la chose qu'il a imposée, qui était d'une manière très, très visionnaire, a été l'obligativité des contrôles externes pour la vérification des comptes. Alors, il a établi une cour de compte. Il a établi une cour de compte qui vérifiait les comptes des banques transylvaines. Ça s'est avéré une chose extraordinaire aussi du point de vue de la relation avec l'autorité hongroise, parce que les Hongrois, après à peu près 5 ans ou 6 ans après ce que Solidaritate a été établi à fonctionner, se sont bien rendus compte que le contrôle externe est un principe plus général, qu'il ne faut pas le laisser aux Roumains de Transylvanie, il faut l'imposer partout. Ils ont dit, bon, on va faire une organisation centrale à Budapest qui va s'occuper de cela. Et ça, c'était très dur, parce qu'à ce moment-là, les Roumains craignaient qu'il y aura interférence avec les affaires des banques roumaines, qui aidaient bien sûr la population et tout ça. Ils voulaient rester un petit peu autonomes, ne pas voir. Et la réponse a été, c'est pas la peine pour nous, parce que nous l'avons déjà. Mais on est tout à fait d'accord, on a fait une association des banques de toute l'Hongrie, donc Alexandre a été choisi dans le conseil et tout ça. Excusez-moi, voilà. La confusion est permanente. Il en a été choisi, mais ce n'était pas
ce n'est pas nécessaire d'accepter une interférence de l'autorité parce qu'ils l'avaient déjà fait de leur propre gré, de leur propre volonté. La deuxième chose, c'était un problème avec les assurances pour les Roumains. Il y avait plein de sociétés d'assurance à Sibiu. Il y avait d'abord les sociétés hongroises, mais il y avait aussi des Italiens, des Autrichiens, qui avaient des filiales. Les règles pour donner des crédits et pour accepter des polices d'assurance n'étaient pas remplies par la plupart des Roumains à cause des demandes collatérales. Alors j'ai expliqué un petit peu que point de vue économique et point de vue accès à certains types de propriétés et d'activités économiques, il était exclu, ils n'avaient pas toujours accès. Mais ils avaient quand même besoin, pour les investissements, pour développer leur ferme et tout ça, d'une aide et d'une assurance. Et d'ailleurs, sur la pression de la période, mais pas seulement, sur son travail aussi théorique, il a écrit effectivement un traité sur la théorie de l'assurance sur la vie, etc. Il a proposé, et finalement ça a été accepté à travers la solidarité, l'établissement d'une banque d'assurance pour les Roumains de la Transylvanie avec des conditions d'acceptation de crédit qui étaient utilisables aussi par la population. Et s'est transformé après l'Union dans peut-être la plus grande société d'assurance dans la Roumanie unie. À la suite, ça s'appelait Prima Ardelan. Ici, c'est lui ici, comme président du conseil d'administration. Il a travaillé 40 ans en cette organisation. La Grande Guerre commence. Alexandre part de Bucarest en refuge avec toutes les institutions à Iași, qui n'étaient pas occupées par les Allemands. Les Romains d'abord occupent le sud de la Transylvanie, ils arrivent l'offensive, ils essaient de traverser le Danube sans succès, et puis les Allemands réussissent à se réorganiser, les repoussent jusqu'à Moldavie. Et il est à Iași, et à Iași, on a décidé de mettre le trésor de la Roumanie à l'abri en l'envoyant à Moscou. La famille royale roumaine n'était pas parentale du tsar. C'était assez évident. C'était assez simple. Une décision, bien sûr, qui 3-4 ans après était déjà évidemment fausse. Mais à l'époque, c'était compréhensible. Alexandre fait partie des 3 personnes qui ont accompagné le train qui a transféré le trésor à Moscou. Et Ion reste à Sibiu. Les Roumains occupent Brașov, mais pas Sibiu. Et il reste le dernier qui défend la banque roumaine de Sibiu, et ensuite il est évacué à Budapest. Bien sûr, avec suspicion de collaboration avec l'ennemi. Il a dû bien sûr se défendre et expliquer qu'il n'a pas collaboré avec les troupes roumaines. Tous les deux participent activement dans la Grande Union. Ion est délégué. Il est choisi, il est élu dans le Grand Conseil national, qui était plus ou moins le Parlement, qui gérait la partie des nouvelles régions qui se sont rattachées à la Roumanie. Et puis, il y avait un conseil dirigeant qui était le gouvernement, si vous voulez. Et le conseil dirigeant, il avait occupé la fonction de secrétaire général des finances. Il y avait un membre du conseil, et comme dans un ministère, il y avait le ministre, il y avait le directeur général du ministère, il était le directeur. Alexandre est le président du comité des réfugiés transylvains dans la Bukovine, dans la Bessarabie, et travaille avec la communauté allemande. Alors pour l'Union, les Romains ont fait la grande assemblée nationale d'Alba Iulia, où bien sûr tout le monde a voté avec enthousiasme de se rattacher à la Roumanie. Mais les Roumains n'étaient pas la totalité de la population. Et même aujourd'hui, il y a des questions, est-ce que c'était un référendum légalement valable, etc. Les Saxons ont fait leur propre assemblée nationale à Médiège. Eux, ils ont voté aussi pour l'Union. Alexandre de la Bellade a travaillé avec eux en préparant les documents et en préparant les décisions pour leur grande assemblée de Médiège. Les Hongrois, bien sûr, ont fait assemblée à Cluj et clairement, ils ont voté contre. La conclusion à Trianon a été quand même la majorité l'emporte. Et la Roumanie a récupéré la Transylvanie à ce moment-là. Pour la Hongrie, c'était un grand catastrophe. Laissez-moi passer 2 minutes pour vous expliquer cela. La Hongrie a passé, bien sûr, quelques siècles très très difficiles sous les Turcs. Après la bataille de Mohacs, la plus grande partie de la Hongrie est devenue partie de l'Empire ottoman. Il n'y avait que 2 territoires autonomes, la Transylvanie et le nord, qui s'appelait la Hongrie du Nord, qui était autour de Bratislava d'aujourd'hui.
les Autrichiens ont réussi à repousser les Turcs vers la fin du XVIIe siècle. Alors, les Hongrois ont été libérés par rapport aux Turcs, mais ils sont tombés sur les Autrichiens. Changer l'un avec l'autre, peut-être mieux, peut-être, je ne sais pas, plus simple. Ils étaient catholiques dans plus tard d'eux, à ce moment-là, etc. Mais quand même, ils n'ont pas obtenu encore ce qu'ils désiraient. Ils ont obtenu cela en 1868, si je ne me trompe pas. En 1948, il y avait les grands mouvements révolutionnaires. Ils ont essayé de se séparer, mais ils ont perdu la bataille. Et quelques années plus tard, l'Autriche a une défaite cuisante de la part des Prussiens. Et ils tombent d'accord de réaliser le dualisme austro-hongrois. Et la Hongrie devient un royaume. Alors la Hongrie, elle s'appelle un royaume, c'est vrai que c'était un amiral qui la conduisait, mais elle devient un État national. Et c'était en 1968. En 1918, elle est démantelée après le traité de Trianon. Et ce n'est que 50 ans. Alors les Hongrois n'ont pas réussi de mettre ce qui était leur rêve séculaire depuis plusieurs siècles, de le mettre ensemble pour à peu près 50 ans. Il y avait des personnes qui avaient 20 ans, avec le moment de grand enthousiasme national quand le dualisme a été établi, avaient 70 ans, au moment où tout ça s'est terminé. C'est dans la vie d'une personne. C'est compréhensible qu'ils ont eu un choc énorme dans les historiques. C'était pas facile pour eux à digérer. De l'autre côté, ils ont essayé d'implémenter, je dirais, la théorie dominante dans le 19e siècle, l'État national. L'État national, ça veut dire qu'il est habité par une nation. Et ils ont essayé de forcer tous les autres populations qui habitaient sur le territoire à devenir des Hongrois. Et si vous voulez, c'est un peu l'idée de la nation-État et l'État-nation. C'est l'État qui définit la nation. C'est la théorie de l'État français. L'État français dit chacun qui obtient la nationalité française est français. Peu importe les origines, etc. Mais pour être capable de faire ceci, on a besoin des politiques, on a besoin des lois qui réussissent à mettre ensemble les désirs d'identité de ceux qui s'intègrent à ce grand unité, d'un côté, et puis ce qui doit être commun pour établir un État qui fonctionne. Et je ne crois pas qu'à l'époque, à cette époque-là, en 19e siècle,